transformations, le premier et le second principe de la thermodynamique. Donc, c'est une partie très importante. Donc, un système thermodynamique, donc un système, attendez que je vois qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc, un système thermodynamique et c'est un ensemble de corps ou un corps délimité dans l'espace. Et il est caractérisé par les variables d'état, qui m'attachent. Les variables d'état, voilà. Les variables d'état, pression, volume, température, par exemple. On part d'un état initial jusqu'à un état final. Au cours de cette transformation, le système peut échanger de la chaleur et du travail avec le milieu extérieur qui est l'univers qui entoure le système thermodynamique. D'accord? Le système thermodynamique évolue à travers ce qu'on appelle une transformation thermodynamique et voilà, donc il passe d'un état initial à un état final et les variables d'état sont reliées par ce qu'on appelle les fonctions d'état. Donc les chapitres, les faits, c'est pas nouveau. Donc j'ai résumé ici, j'ai essayé de résumer dans ce transparent les différentes transformations thermodynamiques, on va dire, usuelles. On a ce qu'on appelle la transformation adiabatique, c'est-à-dire pas d'échange d'énergie avec le milieu extérieur, Q égale à 0. Ce qu'on appelle une transformation quasi-statique, c'est une transformation lente, considérée comme une succession d'équilibres infiniment voisins. Une transformation réversible. Une transformation réversible, c'est une transformation quasi-statique avec la possibilité de changer de sens d'échange d'énergie à chaque instant. Et il faut savoir que la transformation réversible est forcément quasi-statique, mais bien sûr, l'inverse est faux. Toute transformation qui n'est pas réversible, elle est dite irréversible, et toute transformation rapide, elle est forcément irréversible. Quatrième type de transformation, ce qu'on appelle une transformation isochore. Une transformation isochore, c'est une transformation qui se fait à un volume constant. C'est-à-dire que le volume de la transformation reste constant au cours de la... Madame Anish Tasmafi. Attendez. Voilà, ok. Donc, une transformation isochore, c'est une transformation où le volume reste constant au cours de cette transformation. D'accord? Quand on a un système enfermé dans un récipient à parois rigides et indéformables, bah, il subit une transformation obligatoirement isochore. Transformation isobare, c'est une transformation au cours de laquelle la pression reste constante. Les transformations isobares sont en général assez lentes. D'accord? Ce qui nous amène à la transformation monobare. Transformation monobare, c'est la pression extérieure qui est une constante. Une transformation, du coup, isobare est obligatoirement monobare, mais à condition qu'on a une paroi mobile. Vu qu'elle est lente, la pression du milieu reste égale à la pression extérieure à chaque instant. C'est pour cela la transformation la transformation isobare est obligatoirement monobare si le système a à paroi mobile. Bien. Transformation isotherme. Transformation isotherme, le système garde une température constante au cours de cette transformation. Monotherme maintenant, c'est le milieu extérieur qui a une température constante. Une transformation isotherme est quasi statique, c'est-à-dire lente, bah forcément, elle est obligatoirement monotherme, bien sûr à condition qu'il y a un transfert thermique entre l'extérieur et le système considéré, pour que l'équilibre thermique soit réalisé à chaque instant. Si la transformation n'est pas quasi statique, c'est-à-dire qu'elle est rapide, ben elle n'est pas isotherme forcément, et l'équilibre thermique impose que la température finale, c'est elle qui est égale à la température extérieure. Bien.
Première forme d'énergie échangée avec le système, c'est une énergie d'origine macroscopique. Et c'est une énergie échangée sous forme ordonnée. C'est ce qu'on appelle le travail. Travail élémentaire d'une force extérieure. Vous voyez ici, j'ai mis un gaz. Ici, il y a un gaz dans un cylindre, limité par un piston mobile. Le travail de la force extérieure, c'est F extérieur scalaire DOM. C'est un travail moteur, c'est une compression. Et le travail est égal, du coup, si on remplace force extérieure par pression extérieure fois section, la surface de ce piston mobile, est égal donc P extérieur dV. Quand on a une compression, donc on a un dV qui est obligatoirement négatif. Pour avoir un travail moteur, il faudra ajouter le signe moins qui est là. D'accord? Et quand on a une détente, forcément, dV positif, et on trouve ainsi, avec ce signe moins bien sûr, un travail qui est négatif, et c'est dans le cas d'une détente. Madame ça. Oui. هنا si le volume diminue معناها dV négatif خاطر هنا مثلا الفوليوم تاع الغاز كان معناها في السونس نتاع البريسيون تاع il ne diminue pas madame. هنا الفوليوم augmente ne diminue pas ولا Compression, je m'en ai à compression. sorti ما غادي D'accord? Donc, on est là. Regardez qu'on a un volume V1 au début, on applique une force extérieure, on comprime le gaz, et on est à ce niveau-là. Oui, c'est bon. Là, il sera le gaz au là. Là, c'est le travail de la force extérieure. Et quand j'ai la extérieure qui entraîne la compression. Madame, supposons la force extérieure. La détente, c'est-à-dire. Ah oui. Il y a toujours une force extérieure qui va maintenir le piston. Mais c'est une détente. Juste حبيت نقول madame الغاز ينجم يرجع. Bien sûr. اي وقتها يولي دي positif. Oui, les dV positif, bien sûr. اما dV شنو هي dV? C'est volume initial et volume final moins volume initial. Donc c'est une différence suite à la compression ou bien suite à la détente. Et juste نخليو le moins ولا لي معناها Toujours تحط le moins انت dans le cas de la détente Tony. Quand tu mets le signe moins, tu vas trouver un travail négatif forcément. Ouais. Donc ça justifie l'expression générale du travail d'une façon générale. Travail est égal moins pression extérieure dV. Donc c'est général dans le cas de la détente ou bien dans le cas de la compression. Okay. Des cas particuliers maintenant. Si on a des transformations isochores, forcément, volume va rester constant. Travail isochore d'une transformation isochore égale à 0. Dans le cas d'une transformation monobar, monobar, ça veut dire que la pression extérieure est égale à une constante. On a notre P0, donc c'est moins P0 dV. Travail d'une transformation, de toute une transformation monobar, c'est égal à moins P extérieur, l'intégrale entre V initial et V final dV, et ça nous fait moins P0 delta V. Si la transformation est isobar, par contre, c'est-à-dire que la pression, ce qu'on note P ici, c'est la pression du gaz à chaque instant, puisqu'elle est isobar, c'est égal, pression initiale est égale à aussi pression finale, et si le volume varie, comme on avait dit tout à l'heure qu'une transformation isobar, en général, ce sont des transformations lentes. Et si on a un piston mobile ou un volume qui varie, donc une transformation isobar est forcément monobar. Donc, on se retrouve finalement avec la même expression, comme vous voyez ici, W, ou le travail d'une transformation isobar, c'est aussi P0 delta V, comme dans le cas d'une transformation monobar. Bien sûr, à condition d'avoir, donc, voilà. Donc, je continue avec le travail des forces de pression dans les cas particuliers. Cas d'une transformation mécaniquement réversible. Alors, mécaniquement réversible, donc la pression du gaz à chaque instant est égale à la pression extérieure. Donc, on a un équilibre mécanique à chaque instant, donc égalité des pressions à chaque instant. Donc, on calcule le travail, donc moins P extérieur dV, donc c'est moins P dV. Donc, W d'une transformation réversible, c'est moins l'intégrale entre l'état initial et l'état final, P
dV. Ben, il nous faut quand même avoir une relation ou utiliser une fonction d'état pour pouvoir continuer l'intégrale. Je me place dans le cas encore particulier, dans le cas d'un gaz parfait et le cas d'une transformation isotherme. Dans ce cas-là, on pourra remplacer P par nRT0 sur V et intégrer. Et le travail d'une transformation réversible et isotherme, c'est moins nRT0 log de V final sur V initial. حاجة مش جديدة تعرفوها je suis sûre قريتوها في chimie peut-être forcément. Pour un gaz parfait aussi, on pourra exprimer ce travail en fonction des pressions. Pression de l'état final, pression de l'état initial, en utilisant aussi les lois des gaz parfaits, comme vous le voyez ici. Cas d'une compression monotherme et irréversible cette fois-ci. Donc, j'ai ici deux enceintes. Je place mon gaz à un état initial déterminé par les variables d'état PI, VI et TI. Je passe à un état final par l'intermédiaire d'une transformation irréversible. Pour avoir une transformation monotherme, c'est-à-dire avoir une température constante à l'extérieur, je place ici un milieu qui entoure ce qu'on appelle un thermostat, un milieu qui entoure ce système et de température qu'on appelle T0. Les parois ici qui limitent ou la frontière entre système et milieu extérieur sont des parois diathermales, c'est-à-dire qui permettent l'échange d'énergie entre extérieur et système thermodynamique. Comme la transformation n'est pas quasi statique, donc forcément elle n'est pas isotherme, elle est juste monotherme parce qu'elle est brutale. Donc l'équilibre initial et l'équilibre final, c'est un équilibre thermique et un équilibre mécanique forcément. Un équilibre thermique impose l'égalité entre les températures, donc température initiale égale à T0, et température finale aussi, et un équilibre mécanique nous donne une pression initiale qui est égale à P0 et une pression finale égale à P0 plus masse mg sur S, vous voyez ici, et du coup, le travail de cette transformation irréversible, c'est moins P extérieur dV. La pression extérieure n'est rien d'autre que la pression finale dans le cas des transformations rapides, donc irréversibles. La pression finale, c'est P0 plus mg sur S, et je continue ici le calcul de cette intégrale pour avoir le travail d'une transformation monotherme et irréversible. Deuxième type de disons. نرجع؟ أي. هذا هني قلنا مونوتير معناها البراني معناها الباروا نتاع السيستيم ايزوتير مونوتير اي الباروا معناها الباروا برك ما فيهش معناها température constante في الباروا نتاع السيستيم. Oui, c'est bon, oui. اي mais pas celle du gaz. باهي والسيستيم ينجم يكون التمبيراتور نتاعو فاريابل. وي شكون قال هنا اللي بي اف هذيك كونستانت؟ هي انظر لي PF c'est la température de l'équilibre final. C'est une valeur donnée. مش تي P pression finale. اي La pression finale, c'est P0. C'est la pression finale. اي P0 plus mg sur R. Oui. هي ديك ما فهمتش منين. Allez, parce que la pression GM-nin, GM force, c'est une force de surface ou une force Ning. Mais la pression atmosphérique, il y a un plus la masse, le poids de la masse qu'on a ajouté. D'accord? Bien sûr. D'accord? Donc ça crée une force, donc une pression qui s'ajoute sous l'effet de cette masse liée mg, poids, sur la surface de contact. Okay, d'accord? Transfert thermique, maintenant. Transfert thermique, c'est une énergie échangée entre le système et l'extérieur sous forme désordonnée. Deuxième forme d'énergie échangée entre un système thermodynamique et un milieu extérieur complémentaire. C'est une forme d'énergie complémentaire au
au travail. Notion de thermostat. Donc, c'est un système thermodynamique dont la température ne varie pas lorsqu'il y a échange d'énergie. Donc, le thermostat qui fait les انت تاخو قهوة وتحطها على الطاولة هي سخونة mais باش تمشي وتبرد أما le milieu extérieur la température de la pièce elle va rester ce qu'elle est 25 degrés باش تقعد 25 degrés parce que la capacité calorifique ou la thermique du milieu extérieur, ce qu'on appelle un thermostat, elle est très grande. Donc, sa température ne va pas changer suite au transfert thermique entre un système et le milieu extérieur. C'est ce qu'on appelle un thermostat. Donc, sa température reste constante, même s'il y a échange d'énergie avec un système donné. Une transformation s'appelle monotherme si le système échange d'énergie par transfert thermique avec un seul thermostat. Bien sûr, on verra dans le chapitre suivant, il y a une machine thermique qu'on peut échanger, qu'un système thermodynamique peut échanger de la chaleur avec deux thermostats. On parlera dans ce cas-là des systèmes dithermes. On verra dans la suite. Okay? Donc, il y a une transformation monotherme. La plupart des transformations isothermes sont des transformations lentes. Si ce sont des transformations lentes, ça veut dire qu'on a un équilibre thermique avec un thermostat. Ça veut dire, comment on fait, si vous voulez, pour avoir une transformation isotherme? Expérimentalement, comment on pourrait faire pour avoir une transformation isotherme? Il faudra placer le système en contact avec ce qu'on appelle un thermostat. D'accord? Le thermostat va imposer sa température au système et comme ça, on pourrait avoir ce qu'on appelle des transformations isotherme. Bien. Premier principe de la thermodynamique maintenant. L'énergie d'un système peut être partagée en deux. C'est la somme de deux formes d'énergie. Énergie macroscopique et énergie microscopique. C'est l'énergie microscopique qu'on appelle l'énergie interne. L'énergie macroscopique, c'est l'énergie potentielle, l'énergie cinétique. D'accord? L'énergie potentielle, en général, dans notre cas, on le prend égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on est à une position bien déterminée. On est à Z égale à une constante. Donc, l'énergie potentielle, la variation de l'énergie potentielle, si on est au même endroit, bah forcément, elle va être égale à 0. L'énergie cinétique, si notre système ne bouge pas, il est macroscopiquement immobile, donc forcément, l'énergie cinétique, on va la prendre aussi égale à 0. Du coup, la variation de l'énergie totale d'un système, c'est finalement, il ne restera que le terme énergie interne, qu'on appelle ici delta U, qu'on note delta U, et qui est égal travail plus chaleur échangée avec le milieu extérieur, et ce qui nous amène vers l'énoncé du premier principe de la thermodynamique. Donc, tout système fermé, pour tout système fermé, on peut définir donc une fonction extensive, conservative, appelée énergie interne, telle que, au cours d'une transformation d'un système thermodynamique d'un état initial à un état final, la somme des transferts thermiques et du travail des forces échangées avec l'extérieur s'écrit de cette façon, delta U égale Q plus W. U est une fonction d'état et ne dépend que de l'état initial et de l'état final. D'accord? Ça veut dire, si on a une transformation quelconque et on voudrait calculer delta U, on pourrait avoir à imaginer une transformation fictive qui nous prend du même état initial et nous amène vers le même état final et suivre un chemin qui peut être assez simple à calculer, une transformation assez simple, réversible, on verra, isocore, isobar, et qui nous permet de calculer assez rapidement delta U, vu que c'est une fonction d'état. La variation élémentaire, on la note D de U, qui est égale delta Q plus delta W, transfert thermique et travail élémentaire. Transformation cyclique, donc on part d'un point et on revient au même point de départ, donc forcément delta U égale 0. La fonction enthalpie, donc on définit ici, on a besoin de définir la fonction qu'on appelle enthalpie, qui est égale à U plus, définie comme étant égale à U plus P fois V. Si on part d'un état initial caractérisé par les variables d'état TA, PA, VA, et on arrive à un état final,
suite à une transformation, si vous voulez, ça peut être une transformation quelconque ici. Mais si on prend, si vous voulez, on va prendre une transformation isobare réversible. D'accord? Et on se propose ici de calculer la variation de l'énergie interne. On va écrire la variation de l'énergie interne, delta U. Donc, c'est l'énergie interne de l'état final moins l'énergie interne de l'état initial. Comme elle est isobare, comme elle est réversible, on va dire, P extérieur à Cp, la pression du système. Et comme elle est isobare, donc c'est PA par exemple, donc c'est moins PA dV, plus la chaleur échangée, ici on indice P, ça veut dire que la chaleur échangée dans cette transformation qu'on appelle isobare. Donc je mets ici moins PA en facteur, donc ça fait VB moins VA, plus QP, chaleur échangée. Donc je détermine ce qu'on appelle le QP, qui est égal, comme vous voyez ici, UB plus PB fois VB moins UA plus PA fois VA, qui n'est rien d'autre que l'enthalpie de l'état final moins l'enthalpie de l'état initial, et ça nous amène vers cette relation-là, delta H, la variation d'enthalpie au cours d'une transformation n'est rien d'autre que la chaleur échangée au cours d'une transformation réversible et isobare. D'accord? Donc, si on a une transformation quelconque, on part de l'état initial vers un état final moyennant une transformation quelconque. Si on voudrait calculer la variation d'enthalpie, on pourrait imaginer un chemin virtuel, un chemin isobare, réversible, et la chaleur échangée au cours de cette transformation isobare réversible n'est rien d'autre que l'enthalpie, la variation d'enthalpie de cette transformation. Cette transformation, on peut lui définir aussi comme l'énergie interne des valeurs molaires et massiques en divisant par le nombre de moles et la masse. Et forcément, c'est une fonction d'état, elle ne dépend pas du chemin suivi. Du coup, si on a un cycle, delta H cycle forcément égal à 0. Moyennant cette grandeur qu'on appelle enthalpie, on définit ce qu'on appelle capacité thermique à pression constante. D'accord, comme quand on a parlé dans le chapitre précédent de l'énergie interne U, nous avons défini à travers la première loi de Joule ce qu'on a appelé la capacité thermique à volume constant. Là, on définit la capacité thermique à pression constante. H, enthalpie, dépend des variables d'état. Les variables d'état indépendantes qu'on pourrait choisir ici ont ma température et pression, par exemple. Donc, on écrit différentiel de H, donc on dérive par rapport à la température dt, on dérive par rapport à la pression dP, et là, ça nous amène vers la capacité, ce qu'on appelle capacité calorifique à pression constante, qui est définie comme étant égale d2H sur dt à pression constante. Là, ça nous amène vers ce qu'on appelle la deuxième loi de Joule. L'enthalpie, qui n'est rien d'autre que l'enthalpie d'un gaz parfait. Et l'enthalpie d'un gaz parfait ne dépend que de la température. J'espère que c'est assez clair et vous comprenez pourquoi. En fait, H, prenons U plus P fois V pour un gaz parfait. Hein. Pour un gaz parfait, on n'a qu'à remplacer P fois V par NRT. U pour un gaz parfait ne dépend que de la température, donc forcément, l'enthalpie aussi d'un gaz parfait ne dépend que de la température. La variation delta H, c'est d'intégrale Cp dt et qui n'est rien d'autre que la chaleur échangée avec le milieu extérieur au cours d'une transformation isobare. Les relations de Meyer. Oui. Cp, هي capacité thermique ou la capacité calorifique? زوز صحاح نجمو نقولوا capacité calorifique ou la capacité thermique, les deux appellations sont correctes. C'est la même chose. D'accord? Aïe. Relation de Meyer pour un gaz parfait. Relation de Meyer, c'est la relation qui relie les deux capacités calorifiques à pression constante et à un volume constant. Donc, ici, on utilise la première et la deuxième loi de Joule, c'est-à-dire la définition, en fait, des deux capacités calorifiques. H égale à U plus PV, donc c'est égal à U plus NRT.
puisqu'il s'agit d'un gaz parfait. D de H sur dt égale à D de U sur dt plus NR, et ça nous amène vers la petite démonstration, vous voyez, la relation qu'on appelle la relation de Mayer. On définit le coefficient de Laplace, qu'on appelle gamma, qui est le rapport entre les coefficients calorifiques, Cp sur Cv, et on pourrait avoir à écrire la relation de Mayer, Cp moins Cv en fonction de gamma, donc, et exprimer aussi Cv et Cp en fonction de gamma. Donc, Cv, c'est Nr sur gamma moins 1. Cp, c'est Nr gamma sur gamma moins 1. Je résume ici les deux lois de Joule. La première loi de Joule, donc, s'écrit delta U égale Cv, donc Nr sur gamma moins 1, température finale moins température initiale, qui n'est rien d'autre que la chaleur échangée avec le milieu extérieur pour une transformation isochore. La deuxième loi de Joule, donc la variation d'enthalpie, delta H, c'est Cp, T final moins T initial, et qui n'est rien d'autre que la chaleur échangée avec le milieu extérieur au cours d'une transformation isobare. Bien. Cas d'une transformation adiabatique mécaniquement réversible, et là, on arrive à ce qu'on appelle loi de Laplace. Donc, si on écrit la variation de l'énergie interne d'une transformation adiabatique et réversible, la variation élémentaire d'une transformation adiabatique réversible, donc D de U égale à delta Q plus delta W. Puisqu'il est adiabatique, forcément, il n'y a pas d'échange de chaleur, donc D de Q, 0. Donc, c'est égal à moins P extérieur dV. Puisqu'il est réversible, c'est d'accord, P extérieur, on va le remplacer par P. Donc, c'est moins P dV. Je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit deux fois. Bref. Donc, ici, on n'a qu'à continuer à écrire. Ici, et la première loi de Joule. C'est Cv dt. D'accord? Donc, Nr sur gamma moins 1 dt. Ça nous amène à écrire cette égalité-là. D'accord? En remplaçant P par NRT sur V. OK? Et on continue. Intégrale égale primitive égale constante. On continue à inverser et on passe ici log exponentielle et on a cette relation-là. D'accord? T, V à l'absence gamma moins 1 égale à une constante. On pourrait aussi avoir remplacé T en utilisant la loi des gaz parfaits. On aura la relation P fois V à l'absence gamma égale à une constante. On pourrait aussi remplacer V plutôt en fonction de P et on aura la troisième relation. Et là, c'est ce qu'on appelle les trois lois de Laplace. Là, les lois de Laplace ne sont valables que pour une transformation adiabatique réversible et pour un gaz parfait. On ne peut les utiliser que dans ces conditions-là. Et ils peuvent nous permettre de déterminer les variables d'état, de l'état final, par exemple, connaissant celles de l'état initial, puisqu'on pourrait écrire, par exemple, pour une transformation donnée, PI, VI à la puissance gamma, égale à PF, VF à la puissance gamma, puisque cette P fois V à la puissance gamma n'est rien d'autre qu'une constante dans le cas d'une transformation réversible et adiabatique, un gaz parfait. Voilà, on y arrive au second principe finalement de la thermodynamique. La base, bien sûr, c'est le bilan d'entropie. D'accord? Le premier principe, c'est un principe de conservation d'énergie. Il ne nous donne pas l'information sur le sens d'évolution d'une transformation thermodynamique, d'où le besoin de ce deuxième principe. Donc, ceci fait apparaître une nouvelle fonction qui s'appelle l'entropie et qui traduit le caractère désordonné de la matière à l'échelle microscopique. D'accord? Le deuxième principe, donc, introduit une distinction entre une transformation réversible et une transformation irréversible que le premier principe ne fait pas. Énoncé du deuxième principe de la thermodynamique, lorsqu'une transformation thermodynamique d'un système sigma allant d'un état initial I vers un état final F
La variation de son entropie est delta S égale, c'est une fonction d'état, donc c'est S final moins S initial, et c'est égal à la somme de l'entropie échangée plus un terme qu'on appelle entropie de création. Dans l'entropie S échangée, c'est égal, qui même dans l'expression, c'est Q échangé sur la température de la surface de contact, ce n'est rien d'autre, la température du milieu extérieur. D'accord? Et l'entropie S création, c'est l'entropie qui est créée par le processus irréversible. C'est pour cela, quand la transformation est irréversible, l'entropie créée est supérieure, strictement supérieure à 0, et quand la transformation est réversible, l'entropie créée vaut 0. D'accord? C'est l'énoncé du deuxième principe. Comment on va faire, par contre, pour calculer delta S, pour par la suite décider ou conclure sur la nature de la transformation? C'est ça la question à laquelle il va falloir donner une réponse. Donc, si je prends ma transformation, je pars d'un état initial, TI, TI, VI. Je pars avec un chemin, ou en suivant un chemin réel quelconque. J'arrive à un état final, caractérisé par pression finale, volume final et température finale, et je me propose de calculer la variation d'entropie réelle de cette transformation pour après décider s'il s'agit d'une transformation réversible ou irréversible. Comment on va faire? L'entropie, qui marque concernant toutes les grandeurs thermodynamiques qui sont des fonctions d'état, on pourrait imaginer des chemins autres que le chemin réel qui nous prend du même état initial vers le même état final. Ici, on va choisir un chemin réversible parce que c'est plus simple. Okay? Donc, on choisit un chemin réversible. Et on imagine un chemin réversible virtuel qui nous prend partant du même état d'équilibre initial et aboutissant au même état d'équilibre final. Delta S réel, si j'écris delta S réel, c'est l'intégrale. On part de l'état initial jusqu'à l'état final. Delta Q échangé sur T extérieur, c'est l'entropie d'échange, plus S créé. Comme l'entropie est une fonction d'état, ce n'est rien d'autre que delta S d'un chemin réversible. Et comme c'est un chemin réversible, l'entropie créée est égale à 0. Et il ne reste que le terme d'échange. Donc, c'est delta Q réversible d'échange sur la température du milieu extérieur pour cette transformation réversible. Donc, pour déterminer la nature de la transformation, il faut calculer S créé. D'accord? Pour calculer ce créé, comment je fais disparaître ce truc? Alors, comment je fais pour faire disparaître voilà. Delta S créé, c'est delta S réversible moins, c'est juste d'accord, je change les positions des termes, et je détermine S créé. Dans la pratique, comment on fait? Dans la pratique, si vous voulez, c'est plus simple d'utiliser les identités thermodynamiques. La première identité thermodynamique ou bien la deuxième selon les cas. D'accord? La première identité et la deuxième. Mais la première identité thermodynamique, on commence par écrire, c'est à travers l'énergie, la variation de l'énergie interne en fait. Donc j'écris ici D2Q, variation de l'énergie interne au cours d'une transformation donnée. C'est delta Q échangé plus delta W. Ok? Comme je prends le cas d'une transformation quasi-statique, donc delta W et le travail échangé, c'est moins PDV. Par contre, ici, si j'écris delta Q échangé à travers le second principe de la thermodynamique, donc j'écris que delta Q échangé, c'est TdS moins T delta S créé. Ok? Donc, on est juste rattaché le deuxième principe, rattache T2Q. D'accord? On imagine une transformation réversible entre les mêmes états initial et le même état final. Du coup, delta S créé égale à 0, puisque c'est ici l'énergie interne aussi, c'est une fonction d'état. Et on arrive à ce qu'on appelle la première identité thermodynamique. D de U égale TdS moins P dV.
D'accord? Donc, si on a une transformation donnée, on utilise cette première identité thermodynamique. On pourrait, selon l'exercice, on va dire. Parfois, c'est plus simple d'utiliser la première identité thermodynamique et parfois, en fait, c'est plus simple d'utiliser la deuxième, en fait. En fait, ici, c'est-à-dire, si un cas particulier, disons, dans lequel c'est plus simple d'utiliser la première identité thermodynamique, si on a une transformation isochore, par exemple, où on a un gaz parfait. Donc là, on peut calculer rapidement delta U, c'est un CVDT. Dans ce cas-là, plutôt on utilise la première identité thermodynamique. Si on a une transformation isobare, par contre, c'est beaucoup plus simple d'utiliser la deuxième parce qu'on a directement le delta H. D'accord? Et notre inconnu, ça va être le delta S. OK? On en déduit delta S à travers la première, par exemple, identité thermodynamique, et on va en mettre égal à S échangé plus S créé. On en déduit S créé et après on conclut sur la nature de la transformation. Strictement positif ou égal à 0, irréversible ou réversible. D'accord? Donc, de la même façon, pour la deuxième identité thermodynamique, H égale à U plus P fois V. Donc, DH égale à D de U plus P dV plus V dP. D'accord? Je remplace D de U par son expression de la première identité thermodynamique, donc TdS moins PdV. Et vous voyez que j'arrive à écrire ce qu'on appelle la deuxième identité thermodynamique. Et vous allez voir dans les applications, c'est beaucoup plus simple d'utiliser ces deux identités pour déterminer la variation d'entropie d'une transformation donnée et après en déduire S créé à partir du second principe de la thermodynamique et conclure sur la nature de la transformation. Bien. Cas particulier, gaz parfait. Donc gaz parfait, PV égale à nRT. Si j'utilise la première identité thermodynamique, D de U égale TdS moins PdV, il est préférable forcément d'utiliser la première identité ici, vous êtes d'accord? Puisqu'on connaît, on sait écrire D de U pour un gaz parfait. On sait que pour un gaz parfait, l'énergie interne ne dépend que de la température et on sait que D de U, c'est CVDT, donc NR sur gamma moins 1 dt. Donc c'est plus simple. Donc on en déduit, comme vous le voyez ici, D de S et on en déduit enfin la variation d'entropie delta S. Okay? S final moins S final moins S initial, on intègre et on a donc cette relation-là de la variation d'entropie d'un gaz parfait. On pourrait avoir aussi à l'écrit en fonction des températures et des pressions, à travers, si vous voulez, la deuxième identité thermodynamique. Et on pourrait même arriver à cette relation delta S en fonction de T et P en replaçant dans la précédente moyennant la fonction d'état d'un gaz parfait, PV égale nRT, et on remplacer les volumes en fonction des pressions. On n'a pas vraiment besoin de passer par l'intermédiaire de la deuxième identité thermodynamique. D'accord? Donc, de la même façon, D de H, on sait l'écrire, c'est Cp dt, c'est la deuxième loi de Joule. OK? Donc, NR gamma moins 1 sur gamma moins 1 dt, on n'a qu'à remplacer, intégrer, et on obtient, comme vous le voyez ici, delta S égale NR sur gamma moins 1, ln T final sur T initial, moins LR, ln T final sur P initial. Lorsqu'on a une détente isotherme réversible d'un gaz parfait, par exemple, bien sûr, on n'aura que les termes en volume ou les termes en pression, selon les données de l'exercice. Bien. Transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait. En fonction des variables température et volume. C'est-à-dire, ici, j'ai choisi l'expression de delta S que j'ai montré dans le transparent juste avant, en fonction des températures, de la température et des volumes. Pour un gaz parfait, on peut utiliser bien la loi de Meyer, comme je le fais ici. Cp moins Cv, si je suis en molaire, Cp moins Cv égale à R, ou Cv égale R sur gamma moins 1. On n'a qu'à, bien sûr, delta S, dans le cas, pourquoi j'ai mis 0, c'est-à-dire ici delta S, vous voyez que j'ai mis 0. D'accord? Delta S égale à 0, bien sûr, pour une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait.
parce que delta S, c'est un terme d'échange qui est égal à 0, puisque c'est adiabatique, plus un terme de création qui est lié aux transformations irréversibles. Quand la transformation est réversible, donc c'est égal à 0. Donc delta S égale à 0. Donc ici, comme vous le voyez, ln t final moins t initial plus gamma moins 1 ln volume final sur volume initial égale à 0. Et on arrive aux lois de Laplace. Donc une deuxième façon de montrer les lois de Laplace. Donc deux façons de faire, deux démonstrations possibles pour les lois de Laplace. Exemple. Exemple de bilan d'entropie, c'est ce qu'on appelle des tentes de Joule-Gay-Lussac. De quoi il s'agit en fait? Donc ici, on a deux compartiments séparés par un ici robinet, d'accord, qui est fermé pour commencer. Dans C1, j'ai mis un gaz. Je mesure la température, T0. L'autre compartiment, c'est de vide. On va tout simplement avoir à rouvrir le robinet. Qu'est-ce qui va se passer? Le gaz va forcément se détendre et passer vers le deuxième compartiment. D'accord? Donc Oui, ici, madame. pourquoi on fait? Quel est l'objectif de cette expérience qu'on appelle détente de Joule-Gay-Lussac? C'est une expérience qui nous permet de voir ou de montrer si le gaz est parfait. Parce que pour un gaz parfait, l'énergie interne ne dépend que de la température. Si l'énergie interne est une constante, ou cette transformation se fait à une variation delta U égale à 0, bah forcément la température aussi va être constante. C'est ça l'objectif en fait de cette expérience qu'on appelle détente de Joule-Gay-Lussac. D'accord? Donc, calculer la variation d'énergie interne. Premier principe, delta U, W plus Q. Les parois sont déformables, W égale à 0. Et la transformation est adiabatique, Q égale à 0. Donc ici, pourquoi adiabatique? Parce qu'on sépare les parois qu'on met ici ne permettent pas l'échange de chaleur avec le milieu extérieur. Donc delta U, du coup, égale à 0. Donc on dit que la détente de Joule-Gay-Lussac se réalise à une énergie interne constante. Si l'énergie est une constante et le gaz qu'on suppose, entre deux guillemets, parfait, ça veut dire que la température, que c'est une détente qui va se faire aussi à température constante. Toute modification de la température au cours de la détente de Joule-Gay-Lussac, c'est une preuve que le gaz n'est pas parfait. Calcul de la variation d'entropie. ارجع شوي. Argent. اي juste. Ouais. C'est bon, madame. Madame, juste l'exemple. Madame. Madame.
Madame? قصة أني جعتها قصة. Hey, c'est pas grave. Voilà. C'est bon. Voilà, c'est bon. Hey, Continue. hey. سؤالي مدام أنت قلت delta U est égal à 0. Delta U dépend de la température. Oui. معناها قصد température constante. لا أوصل. هي l'expérience هوني elle a un objectif, d'accord? Ouais. L'objectif, c'est de vérifier que le gaz qu'on met dans C1, par exemple, l'air au récipient, est-ce que c'est un gaz parfait ou non? Ouais. Les parois, comme les parois des deux récipients C1 et C2 sont indéformables. Tu m'en es indéformable. معناها ما جابتش. Voilà, il n'y a pas de déformation, d'accord? Et ils sont athermanes. Athermanes, pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur. أي. Donc, pour tout le système, il n'y a pas d'échange de travail, il n'y a pas d'échange de chaleur. Théoriquement, c'est correct. Voilà. Donc, au cours de cette transformation, delta U, il y a W plus Q pour tout le système, C1 plus C2 مع بعض, égale à 0. باهي. OK. كانوا هو delta U égale à 0 معناها U égale à une constante. U pour un gaz quelconque ne dépend pas forcément que de la température. U pour un gaz quelconque peut dépendre de T et de V, par exemple. D'accord? Mais pour un gaz parfait, l'énergie interne, on le sait, elle ne dépend que de la température. Donc, si je dis U égale à une constante, ou température Z نلقاها constante, c'est un gaz parfait. هي ما احنا ما نعرفش كيف عرفت température constante. Or que في الشيماء مادام تي 0 تي 1. Oui, si, c'est un moyen de vérifier. C'est-à-dire, si T1, T0 égale T1, je peux conclure que le gaz étudié est un gaz parfait. معناها il suffit de mesurer la température Voilà. égale Pour décider, oui, effectivement. Voilà. Il suffit de mesurer les températures. Si T1 différent de T0, le gaz étudié n'est pas un gaz parfait. Si c'est proche, on peut supposer que c'est un gaz parfait. Voilà. Si on calcule delta S maintenant. Delta S égale, مثلا, ok, NR sur gamma moins 1, ln T final sur T initial moins NR ln V final sur V initial. Dans le cas d'un gaz parfait, on voit un gaz parfait maintenant. D'accord? Donc, il n'y a pas de variation de température. C'est-à-dire dans le cas d'un gaz parfait. Ça nous amène à écrire NR ln V final sur V initial. Le volume initial du gaz, c'est V1, puisqu'il est tout comprimé, كله موجود في le compartiment C1. Par contre, à l'état final, le gaz va occuper les deux compartiments C1 et C2. Donc, V final, c'est plutôt V1 plus V2. D'accord? Donc, delta S, c'est NR, ln, 1 plus V2 sur V1. D'accord? Le système n'échange aucun transfert thermique avec l'extérieur parce que les parois sont athermanes. Donc, S échangé égale à 0. Vous voyez, on il tape le ou l'amta delta S, les en font NR sur gamma moins 1, ainsi de suite. Et dit comment la première identité thermodynamique. On a delta S. Et après, si on voudrait en déduire sur la nature de la transformation, réversible ou non, ben, on va utiliser le deuxième principe de la thermodynamique. Delta S, les NR, ln, ainsi de suite, est égal à S échangé plus S créé. Comme les parois sont athermanes, S échangé égale à 0. On en déduit S créé. D'accord? Donc, delta S est égal à S créé, égal à NR, ln de 1 plus on est V2 sur V1. Voilà, je vais la ralta, bien sûr, bon, c'est pas très grave. Donc, du coup, c'est strictement positif. Madame. Le volume final, le volume initial. Oui, volume final sur volume initial. Ben, V2 sur V1, si j'utilise la même expression de delta S. C'est pas V1 sur V0, hein, c'est V2 sur V1. D'accord? C'est-à-dire que finalement,
Et bien sûr, c'est clair, c'est naturel. Cette transformation est irréversible. La détente de Joule-Gay-Lussac, c'est une transformation irréversible. D'accord? Puisque S créé est strictement positif. Presque la fin. Définition statistique de l'entropie donnée par Boltzmann. Encore ici, je vais utiliser ou je vais conclure avec, terminer avec l'exemple de Joule-Gay-Lussac. Donc, je lis d'abord la définition de Boltzmann, définition de l'entropie statistique de Boltzmann. Considérant un système thermodynamique fermé, constitué d'un grand nombre de particules d'un gaz dans un état d'équilibre macroscopique, cet état est caractérisé par des valeurs constantes de l'énergie et du volume. À l'échelle microscopique, par contre, il existe un très grand nombre d'états différents appelés micro-états qui réalisent le même état macroscopique. Soit oméga, le nombre de ces micro-états, Boltzmann propose comme définition de l'entropie S égale constante de Boltzmann ln de oméga. هذه هي définition de Boltzmann. Oméga, c'est le nombre de micro-états, c'est-à-dire chacune des particules dans mon gaz a différentes positions dans lesquelles elle va se mettre. Elle va bouger, mais à l'échelle macroscopique, rien ne bouge. Et donc, on a les micro-états. Quel est le cas assez simple et très simple de Joule-Gay-Lussac? On dit deux compartiments. Chacune des particules peut être ou peut se placer dans le compartiment C1 comme elle a la même probabilité de se trouver dans le compartiment C2. D'accord? Comme on a n particules, donc oméga, c'est 2 à la puissance n. D'accord? Et du coup, l'entropie. Trois parties, 3 à la puissance n. 3 à la puissance n, ok. Ouais. Bien sûr, c'est logique. Donc, S égale constante Boltzmann ln d'oméga. Si je remplace oméga par 2 à la puissance n, donc n constante Boltzmann ln de 2. Et du coup, n n'est rien d'autre, c'est un nombre de particules, donc c'est un nombre de mol fois un nombre d'Avogadro. Et c'est n fois r, la constante des gaz parfaits. Et on retrouve la même relation que nous avons trouvée tout à l'heure, l'entropie S ou delta S, l'entropie de cette détente de Joule-Gay-Lussac. Voilà. D'accord. J'ai essayé vraiment, le cours fait 25 pages détaillées, les détails le col. J'ai essayé vraiment de aller vers l'essentiel. Donc, reprenez votre cours, reprenez, si vous voulez, je ne sais pas si ça a été enregistré ou ça a été coupé. Oui, c'est bon, c'est bon. Donc, جي عندك مدام كيف؟ باش يجي يبعث لك ميل يقول لك comme d'habitude كما كل مرة. وفوالا. دونك مثال هوني كما شفتوا هنايا أنا في البارتي هذه ما حكيت كان على الغاز بارفي. احنا حكينا قبل المره الاخرى وقلنا ما احناش باش نخدموا كان على الغاز بارفي، باش نخدموا زاده على الفاز كوندونسي وعلى لي شونجمون دو فاز. انا هوني pour ne pas alourdir ce chapitre, j'ai placé dans un seul chapitre tout ce qui concerne la phase condensée et les changements de phase. C'est le chapitre 3 نبعثه لكم ويقعد donc زدت chapitre finalement. يقعد chapitre اللي من بعد اللي هو الماشين thermique. Donc je vais vous envoyer très prochainement les deux chapitres qui suivent. توا بالنسبة لي أنا, puisque c'est important d'aller vraiment d'avancer beaucoup plus dans la partie électrostatique et dans le TD, donc essayez باش تسهلوا على رواحنا من بعد كي نرجعوا. راهو 3 séances حتى شيء هكا ولا 3 séances 3 ولا 4 séances. إذا توا نهار ولا اثنين au plus tard غدوة ولا بعد غدوة on sera décidé. شنو هما لي بارتي لازمنا نشوفوا les enseignants كلش عملوا اش قراو وين وصلت الحكايه. اما comme il y aura une partie DS et une partie examen اللي تقرا à distance forcément تجي منه على الاقل حاجه
على الأقل بارتي voire 2. أنا نتخيل على الأقل تجي الإلكتروستاتيك والمagnétostatique على الأقل. مادام دايس باش نعديو معناها عادي. مع l'examen, faire des preuves. Semaine مثلا bloquée واحدة برك.